on se retrouve, nous sommes mercredi 17 avril, je crois. Je vous prends pour introduire ce vlog, donc c'est parti, on y va. Donc, je ne vous ai pas repris lundi et mardi parce que j'ai profité qu'il y avait ma mère et mon frère chez moi et j'avais pas le courage de filmer et on a fait plein de trucs. On est allé lundi en librairie tout l'après-midi et puis j'avais ma vidéo à filmer pour le jour même, donc j'ai fait ce que je pouvais. Et mardi, on a fait plein d'autres trucs. Bref, du coup, je vous reprends maintenant. J'ai terminé un livre, je suis en passe d'en terminer un deuxième, mais c'est pas fait. Et j'ai attaqué un nouveau livre parce que je fais n'importe quoi. J'ai du mal à lire en ce moment, mais c'est normal parce que il y a du monde il y avait du monde chez moi, mais soit. Donc j'ai terminé La Voix des Rois, le tome 1 de Brandon Sanderson. Je vais enchaîner avec le deuxième qui en fait n'est qu'un seul volume. Ça a été pensé comme un seul volume de la part de l'auteur. C'était trop bien, j'ai pas grand chose à en dire parce que que vous dire, si je peux vous résumer vite fait. En gros, on est sur Rochard, qui est une terre de pierre et de tempête. Et il y a plusieurs siècles, voire millénaires, les radieux sont partis, sont tombés. Et il reste sur cette terre quelques-unes de leur épée et de leur armure qui sont extrêmement rares et difficiles à avoir. Pour l'avoir, il faut tuer le précédent propriétaire. Et donc on suit différents personnages. On suit Kaladin qui est esclave, qui est un fils de chirurgien qui devait devenir chirurgien. On ne sait pas comment il en est arrivé là, mais on sait qu'il est esclave et il est amené aux plaines où il y a là une espèce de guerre perpétuelle contre un autre peuple où il est porteur de ponts. Ça veut dire qu'en gros les plaines, il y a plein de crevasses et des hommes portent les ponts, les installent et ensuite font passer l'armée des Alethi et déplacent le pont, ainsi de suite. Et évidemment, c'est de la chair à canon, donc on suit Kaladin et son arc narratif. On suit Dalinar, qui était le frère du roi, qui du coup maintenant est l'oncle du roi, puisque son frère est décédé, qui fait de la politique et qui est passé d'un homme qui était très guerrier, très bon vivant, à un homme presque dévot, mais pas dans le sens où nous on l'entend, pas dans le sens dévot péjoratif du terme en fait, plutôt dans un sens positif, ce qui est assez intéressant, ainsi que son fils Adolin, qui doit se dire Adoline, sûrement en anglais, qui va devenir le prochain haut prince après son père. On suit aussi Shallan, qui est une jeune fille qui a perdu son père, qui a son petit royaume, qui est en train de se péter la figure et qui veut rejoindre Jasna, qui est donc la sœur du roi, qui est donc la nièce de Dalinar et la cousine d'Adolin, je sais pas si vous arrivez à suivre, mais voilà, et qui veut la rejoindre pour, et on le sait dès le début, encore une fois, c'est pas un spoil, lui, voler son spiricante, qui est un objet magique qui permet de transmuter des objets grâce à de la magie, je vais pas rentrer dans les détails, et en fait, son royaume en avait un qui lui permettait d'être à peu près à flot, il est cassé, donc elle veut échanger celui qui est cassé contre celui de Jasna, et pour ça, elle espère devenir la pupille de Jasna, puisque Jasna est une érudite qui a été excommuniée, on pourrait dire, parce qu'elle est athée. Et c'est tout, je crois, c'est déjà pas trop mal. Je pense que c'est un petit peu compliqué dit comme ça, mais c'est tellement génial. C'est un des romans les plus gros, les plus conséquents, même en termes de volume. Il y en a plein de prévus, je crois qu'ils sont pas tous parus encore. C'est un des romans dans ce genre de format qui est le plus fluide que j'ai jamais lu. Ça a l'air très compliqué et en fait, je trouve vraiment... J'ai attaqué la fantaisie adulte avec Rochard et Jean-Philippe Jaworski. Donc voilà, quand même, c'est quand même déjà des monuments, mais surtout c'est quand même des pavés. Et franchement, ça s'est fait tout seul. C'est hyper compréhensible, c'est hyper fluide, tout est présenté hyper de manière très progressive et il n'y a pas trop d'infodump comme il pouvait y avoir dans Fils des Brumes où on vous donne trop d'infos et c'est dense. C'est vraiment l'aboutissement, je pense, de l'art de Brandon Sanderson. Il dit au début qu'il l'a commencé en 93. Bref, ça fait quand même très longtemps qu'il travaille dessus. Bon, ça se sent, c'est vraiment hyper fluide, ça se lit tout seul. Si vous avez des appréhensions par rapport aux difficultés de compréhension, sincèrement, ça va. Sincèrement, c'est pas si complexe que ça. J'ai vraiment lu des livres moins gros, moins denses, qui étaient plus complexe à comprendre que ça. Genre Fils des Brumes, pour moi, c'était plus le bordel que celui-là, alors que celui-ci est bien plus gros. Enfin, je veux dire, l'ensemble de la saga est bien plus grosse et complexe a priori. Donc bref, c'est génial, c'est absolument incroyable. Je l'ai déjà lu, c'est une relecture. Je sais très bien où je vais, donc je sais que ça va être incroyable. J'ai trop hâte que Emmeline arrive au même point que moi pour qu'on puisse enfin, pour que je puisse enfin en parler à quelqu'un, parce que je n'ai jamais pu échanger avec quelqu'un qui avait lu
les 4 premiers volumes en poche. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'ai adoré, c'était une très chouette relecture. Je l'ai traîné parce que j'avais 15 millions de trucs à lire et c'est pas de la faute du bouquin vraiment, parce que quand je suis dedans et je dégomme les pages et vraiment, je pense que si je calculais mon rythme de lecture sur Rochard, je serais la première étonnée d'à quel point ça se lit bien. Voilà, donc j'ai adoré, j'étais trop contente de le relire, surtout avec Emmeline qui elle est dans la découverte et donc je ressens toute son excitation, etc. Et c'est trop trop bien. Donc trop hâte de continuer ça, je vous en reparlerai. J'ai presque terminé Starling House puisqu'il me reste vraiment pas grand chose. Ça a été un peu compliqué parce que le soir j'étais avec mon frère et que lire en anglais me demande, je peux pas faire comme quand je lis Rochard, lui parler un peu, lire un peu, enfin voilà, là il faut que je sois dedans. Donc il y a 2 soirs, pas hier mais avant-hier, j'ai enchaîné 11 chapitres. Hier j'ai avancé 2 chapitres et là j'aimerais lire les quelques-uns qui me restent. Vraiment il me reste vraiment pas grand chose et il me reste ça là. Vous voyez, ça représente 40 pages. Donc je vais finir ça aujourd'hui parce que Pénélope a fini. Elle aurait pu finir il y a très longtemps, c'est parce qu'elle m'a un peu attendue. Mais j'aimerais bien le terminer parce que j'aimerais bien attaquer un peu plus tôt que prévu la femme de ménage, donc de Housemaid en anglais, puisque c'est le VO Explora livre. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune, n'hésitez pas. On va lire la femme de ménage qui est de Frida... Il est où? Il est là. Donc de Frida McFadden, voilà. Moi je vais le lire en anglais, mais si vous voulez le lire en français, rejoignez-nous. Emmeline l'a dégommé, elle a dit que c'était trop bien. Mais comme je sais que je suis lente, je vais peut-être l'attaquer un petit peu avant le découpage pour pas être trop à la bourre. Mais soit, on va voir. Toujours est-il que j'aimerais bien terminer ça. Sachez que c'est une excellente lecture, moi j'adore. J'adore le style de l'autrice. J'adore la manière toujours engagée qu'elle a de parler des choses. Ça veut dire qu'on est sur une histoire qui, somme toute, est assez légère. Oui et non, mais je veux dire qui est pas... voilà, on a cette jeune fille qui qui va à Starling House parce qu'elle en rêve depuis des années, parce que ça l'obsède et elle voit bien qu'il y a des choses magiques, négatives qui se passent et vraiment c'est une histoire légère dans le sens où voilà, c'est du fantastique un peu horrifique, mais l'autrice arrive comme toujours je trouve à mettre un propos engagé autour ici plutôt de la pauvreté, autour de la recherche d'identité. C'est vraiment très très chouette, c'est très bien pensé, c'est très bien écrit, on a toujours cette plume qui est pour moi très réussie. Je sais pas si c'est considéré comme de l'adulte, pour moi ça passe en young adult. Il y a une petite scène explicite mais pas trop en vrai, qui passe très bien et qui est pas très décrite et voilà, mais c'est la seule chose peut-être qui pourrait faire que on le met en adulte. Mais vraiment, c'est trop trop chouette, c'est vrai, j'aime beaucoup. Je trouve que l'ambiance est très réussie, ça fonctionne très bien, les personnages sont intéressants. On est comme toujours, je trouve, avec l'autrice, sur des personnages qui ne sont pas des personnages qu'on est là pour adorer, qui sont des gens qui semblent être réels, avec des qualités, des défauts. Et j'aime énormément la jeune fille qu'on suit, parce que déjà, c'est une adulte, elle a 26 ans, ça change un petit peu des héroïnes qui ont 18, 16, 17, enfin qui sont très jeunes. Donc, alors, elle reste jeune, on s'entend, mais je veux dire, elle est un peu plus adulte, elle a un petit peu plus de recul sur certaines choses. J'aime beaucoup ce personnage parce que je trouve qu'elle est très réussie. Je trouve qu'elle est... elle a un caractère que j'aime en fait. Voilà, c'est tout. Je peux pas vous le dire autrement. J'aime son caractère. J'aime la manière dont elle pose le... À la fois, elle est parfois impulsive. À la fois, elle est têtue et elle fait ce qu'elle a à faire. Et enfin bref, c'est le genre de personnage que je trouve n'est pas très manichéenne et qui est quand même bien équilibré et très réussi avec toutes ses problématiques personnelles, avec le fait qu'elle veut absolument s'occuper de son petit frère qui a 16 ou 17 ans et qui dépend d'elle en fait parce que lui il est au lycée et elle travaille pour les nourrir tous les deux. J'aime toutes les belles relations qui sont tissées dans cette histoire, elle et son frère par exemple. On a aussi la personne qui les héberge avec un autre personnage que je trouve très réussi et belle et vraie. Enfin bref, j'aime beaucoup la plume de cette autrice. Ça sera peut-être pas mon livre préféré, je pense que j'ai clairement préféré Le Temps des sorcières, mais en plus léger, en plus accessible, en plus simple à lire et avec une ambiance très réussie en termes d'horreur. Franchement, ça fonctionne très bien et j'ai hâte de savoir la fin. Voilà, donc je vais terminer ça aujourd'hui. Et j'ai attaqué La Ville sans vent, qui est une lecture commune que je fais sur l'autre Discord, donc le Discord Partner in Books qu'on a créé avec Natcha, Pénélope et Emmeline. Et il y avait une personne sur je suis désolée, je me souviens plus du pseudo, qui voulait le lire et on s'est dit qu'on allait se le faire ensemble. Je suis à la bourre, j'ai lu la partie de lundi, on est mercredi, donc il faut que je rattrape. Mais ça se lit très bien, c'est un début qui est très prometteur. Vous êtes quasiment in medias res, donc il n'y a pas de temps de latence. On est directement plongé dans l'histoire avec toutes les problématiques des personnages. On suit l'Astyanax, et pas l'Astinax,
Lastianax, qui est donc un jeune homme de 19 ans qui vient de terminer sa formation de mage, qui vient d'avoir l'équivalent de son doctorat en gros, et juste quand il sort de l'épreuve orale, il retrouve son maître mort, voilà, et il sait pas si c'est un assassinat, il sait pas, voilà, il sait pas grand chose. J'ai beaucoup aimé la manière dont la relation était décrite et tout, c'était très intéressant, c'était très chouette, c'est assez original parce que voilà, je trouve qu'on est sur un personnage qui à la fois vient d'un milieu très populaire et qui en même temps a tendance petit à petit à considérer comme acquis ce qu'il a et on le voit un moment prendre du recul et se dire non mais en fait je suis hyper privilégiée, donc il y a ce côté qui est assez intéressant et il y a aussi le mystère en soi qui est intéressant puisque son maître était ministre et qu'on lui propose le poste en gros et que lui il a que 19 ans et que il sait pas trop si c'est ce qu'il veut faire ou pas. Et on suit Arca, voilà, qui est une jeune fille de 13 ans, donc qui est une enfant, qui arrive à... Comment ça s'appelle? Hyperborée, je crois? La ville sans nom, c'est Hyperborée, je crois. Qui arrive là sur son cheval et qui dit qu'elle cherche son père, qui a priori serait un mage, sauf qu'on comprend très rapidement qu'en fait la ville est construite en étages et qu'il y a l'étage du bas où c'est vraiment les pauvres et plus on monte jusqu'au 7e, donc là où il y a les mages, en fait plus c'est les riches et à chaque fois pour passer un niveau il faut payer autant d'hyper, c'est la monnaie courante, que d'étages. Donc pour aller au 2e étage, il faut en payer 2, pour aller au 3e, il faut en payer 3, et ainsi de suite. Donc à la fin, il en faut 27, ce qui est une fortune. Donc elle cherche comment elle va faire pour réussir à atteindre cet étage. Et voilà, c'est là où j'en suis. En gros, c'est ça qui s'est mis en place. Et donc elle commence à réfléchir à une stratégie. Enfin bref. Et c'est très chouette, c'est très bien écrit, c'est très fluide. J'aime beaucoup le fait, comme je vous disais, qu'on est plongé directement dans l'histoire et qu'il n'y a pas tellement d'installation. En fait, directement on vous met dedans et en même temps tout s'installe au fur et à mesure que les problématiques apparaissent. Et c'est très bien fait, très bien mené, très fluide. Enfin, j'accroche beaucoup avec les personnages de l'univers, donc je suis ravie, je vais le continuer et je vous en reparlerai. Et sinon, du coup, je n'ai pas avancé plein ciel qui est ici parce que j'étais sur essayer de rattraper mes lectures communes à la bourre. Donc du coup, je suis à la bourre sur celle-ci, mais je vais faire ça cette semaine. Mon objectif de la semaine va être, je pense, assez... on va pas partir sur un objectif qui est trop ambitieux, parce que j'ai du mal. Voilà, il faut que je m'en mette dans mon rythme de lecture habituel. Donc je vais terminer mon VO, peut-être commencer l'autre tranquillement. Je vais lire mes 2 lectures communes, donc Plein ciel et La ville sans vent, et je vais attaquer Rochard, donc 3 lectures communes tranquillement. Avec Pénélope, on veut lire Binti. Enfin, vous voyez que finalement, ça va être un vlog lecture commune, je pense, quasiment intégralement, parce que je n'aurai pas le temps de faire autre chose, parce que c'est encore les vacances, parce que on est déjà mercredi et que je travaille cet après-midi. Enfin, bon, bref, voilà, toutes ces choses qui font que je pense que là, je vais faire un vlog spécial dédié lecture commune, rattrapage de lecture commune, parce que je suis à la bourre, et puis ça sera très bien. La semaine prochaine, je ferai un 7 jours 7 livres, mais je vais tourner une vidéo dédiée qui sera sortie au moment où celle-ci sortira. Vous pourrez aller la voir si vous le voulez. Je vais me faire une petite palle et je vais tourner ça. Et puis comme ça, je vais essayer de faire baisser ma palle le plus rapidement possible parce que j'ai rentré beaucoup de choses ce mois-ci et finalement, je n'ai pas tant lu que ça. Enfin, j'ai bien lu, on s'entend, j'ai lu une 12aine de livres, mais par rapport à mon rythme habituel, c'est pas non plus incroyable. Donc l'objectif, la semaine prochaine, ça va être de lire du petit livre pour dégommer ma palle. Et donc si jamais ça vous tente de me rejoindre via Instagram par exemple, ou même de le faire de votre côté, mais de me communiquer votre palle en commentaire ou que sais-je, n'hésitez pas parce que ça me ferait plaisir. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui, peut-être que je vous reprendrai plus tard, mais je ne vous promets rien parce que vraiment aujourd'hui ça va être compliqué pour moi. Voilà, je vous dirai demain où j'en suis et puis voilà. Je vous fais des bisous, on se dit à demain. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 18 ou 19, je ne sais plus. Bref, je devais aller en librairie récupérer... Oula, on est de travers là les jeunes. Quoi? Ah, t'es quoi, maman? On était toutes de travers. Je devais aller en librairie récupérer des livres parce que j'ai commandé des choses. Donc j'ai précommandé Nightbane. J'ai 2-3 autres trucs que je devais aller récupérer, mais que ça s'est pas fait aujourd'hui. Il est pas très tard, je pourrais y aller, mais... Flemme, hein, voilà, flemme, j'ai envie de lire. C'est donc ce que j'ai fait et j'ai bien avancé La ville sans vent, le tome 1 d'Éléonore de Villepoix, puisque je suis ici. Il me reste ça à lire pour aujourd'hui, mais je pense que je vais prendre de l'avance. Voilà, donc je vais continuer tranquillement. C'est vraiment très 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 chouette, j'aime énormément. Je ne saurais pas forcément exactement vous dire ce que j'aime et mettre des mots dessus parce que ça tient plus du feeling de l'écriture, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime beaucoup la manière dont Éléonore de Villepoix écrit, j'aime beaucoup cette espèce de légèreté et en même temps ça parle de choses
Enfin, il se passe des choses graves, il y a des gens qui meurent, il y a des complots politiques et tout, mais il y a une espèce de légèreté en surface comme ça qui est hyper agréable, qui existait aussi dans Bruxelles, même si Bruxelles est beaucoup plus comique et drôle. Et il y a aussi ce petit côté un peu note de bas de page. On a par exemple, vous savez, quand il y a des serviteurs qui passent et d'habitude c'est écrit, ils discutent entre eux par exemple, et il y a une note de bas de page où on va avoir le sujet de la discussion. Enfin, c'est très chouette, c'est vraiment hyper agréable, ça se lit tout seul, c'est très bien construit je trouve, il se passe plein de choses et en même temps on n'est pas submergé d'informations, il y a vraiment une juste mesure qui est très réussie. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup Arca, surtout parce qu'elle est vraiment hyper attachante, elle est très attachante. C'est une petite fille avec un passé qui est difficile, qui est douloureux, on sent qu'elle a perdu des gens qu'elle aimait, elle a vécu des choses pas simples, on en apprend de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire et c'est très bien fait, mais elle est à la fois, je sais pas vous dire, elle est quand même, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, elle est assez légère, assez drôle, elle prend les choses avec beaucoup de pragmatisme, elle n'est pas inquiète, enfin je sais pas, il y a quelque chose de très léger dans ce personnage qui est très réussi, que j'aime énormément. Je trouve qu'elle elle est très réussie pour son âge. J'aime beaucoup les thématiques qu'aborde l'autrice ici, puisque on a ces thématiques autour du féminisme et des Amazones, qui est un peuple qui est vraiment très rejeté par le peuple d'Hyperborée, et il y a vraiment quelque chose de très intéressant autour de ça, et j'espère que ça va être développé dans la suite. Plutôt dans le 2, j'imagine, il y a des thématiques autour de la pauvreté, autour des inégalités sociales, autour de la fausse égalité qui, par exemple, il y a un concours à passer et tout le monde peut participer, mais tout le monde ne peut pas y arriver concrètement, physiquement, et même une fois qu'on y est, si on rate, on ne peut plus redescendre parce qu'on ne peut pas payer les péages pour redescendre. Enfin, c'est hyper engagé, en fait, encore une fois, tout comme l'était Bruxelles, mais c'est un peu en sous-texte, et ça veut dire que on le voit quand on a un petit peu un œil expert. Je pense que quand on est plus jeune, on s'en rend pas forcément compte. Mais c'est bien que ce soit abordé malgré tout, parce que ce sont des choses qui existent, des choses que les lectrices de 12, 13 ans peuvent connaître dans leur vie sans s'en rendre compte aussi. Et ici, c'est dénoncé en fait, et c'est bien fait. J'aime beaucoup aussi l'Astyanax, même s'il est un petit peu... Il a un côté un peu agaçant, mais volontairement, je pense, un petit peu de ce jeune homme qui s'est sorti d'une situation familiale, sociale pas très élevée et qui essaie de faire de son mieux pour s'en sortir et qui est un petit peu le cul entre deux chaises, on pourrait dire. Et même s'il a ce côté un petit peu pédant parfois, il est quand même très attachant dans son genre, parce qu'on sent qu'il est animé de bonnes intentions en fait, et qu'il sait pas très bien comment s'y prendre, il sait pas toujours très bien comment faire, il a pas toujours les codes et il s'est fait moquer et il a dû en chier concrètement. Je trouve qu'il est réussi aussi dans ce côté un peu agaçant par moments, un peu pédant, mais avec cette bienveillance toujours qui est très réussie. Bref, j'aime vraiment beaucoup. Sincèrement, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. L'univers est très intéressant, très bien pensé. Il y a le sous-texte engagé qui est génial. Il y a l'écriture qui fonctionne très bien, le rythme est très réussi. L'histoire est intéressante avec tous ces complots politiques. Enfin, pour moi, c'est une réussite. Voilà, de bout en bout, c'est une réussite. Je sais pas si ce sera un coup de cœur absolu parce que je sais pas, je peux pas vous dire sincèrement, ça va dépendre je pense de, peut-être que je verrai sur l'intégralité de la saga, mais en tout cas c'est une excellente lecture, voilà, c'est une très très bonne lecture, très réussie, très bien écrite, bref, je pense que je peux dire qu'Éléonore de Villepoix va rentrer dans mon petit panthéon personnel d'autrices, et notamment d'autrices francophones qui proposent des textes jeunesse, intelligents, réussis, et ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Donc très chouette, voilà, je vais continuer et je pense même, je vais pour tout vous dire, terminer ça aujourd'hui. Comme ça, je pourrai reprendre ma lecture commune très à la bourre de plein ciel qui est ici. Je suis très en retard, je ne suis pas la seule, mais j'aimerais bien tout de même le terminer cette semaine, donc c'est ce que je vais faire après. Du coup, en revanche, hier soir, j'ai terminé Starling House d'Alix Iharo, qui était vraiment une très 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 bonne lecture. Qu'est-ce que j'aime cette autrice, vraiment. Je trouve qu'elle a une capacité à traiter de thématiques importantes, de sujets sociaux importants. Attends, souhait mon amour. De sujets sociaux importants, avec quand même une histoire par-dessus qui n'a rien à voir. Je sais pas comment vous dire. Il y a vraiment cette espèce d'histoire un peu légère, et encore une fois, quand je dis légère, ça veut pas dire qu'il se passe pas grand-chose ou que c'est drôle, hein, mais légère dans le sens où c'est du fantastique, ça fonctionne bien et tout, mais je veux dire, ça reste du divertissement, voilà. Et en même temps, il y a tout ce texte, ce sous-texte autour, d'une part, je vous l'ai dit, de la pauvreté, de la condition sociale aussi, qui est très réussi, avec des personnages très réussis dans ce genre. Et en même temps, vers la fin, commence à vraiment s'installer une thématique très importante,
beaucoup plus féministe autour du sort des femmes, et notamment du sort des femmes dans les années fin 19e siècle, voilà. Et on suit, on a l'histoire un peu d'un personnage féminin qui a vécu des choses vraiment pas faciles. Dès le début, on s'en doute, mais vers la fin, on a quand même des révélations. Et c'était très bien pensé, très intelligent. J'ai trouvé que l'aspect métaphorique, donc via le côté fantastique, était très réussi, avec la symbolique autour de la bête, la symbolique autour de la maison, qui était très très réussie. Vraiment, pour moi, Alix Iaro, c'est une autrice qui est admirable par sa capacité à proposer des choses aussi différentes les unes des autres. Ici, on est plutôt dans l'horrifique gothique, avec ses réécritures. Donc là, ici, j'ai Éclat miroitant, plutôt dans la réécriture de contes. Il y avait les 10 000 portes de January, qui était plutôt dans du réalisme magique, on pourrait dire. Le temps des sorcières, qui est encore tout autre chose. Enfin, elle fait des choses tellement différentes, et elle réussit avec brio tout ce qu'elle fait. Il y en a que j'ai préféré à d'autres. J'ai pas été fan des 10 000 portes de January, mais je reconnais des qualités à ce texte, même si sur moi ça l'a pas fait. Ici par contre c'était vraiment très bien, très réussi en termes d'ambiance. C'est vraiment, il y a quand même toute une partie qui fait peur, en tout cas qui fonctionne avec moi, parce que moi je suis pas une très grande courageuse, qui fait frissonner, où on n'est pas à l'aise, où on sait pas trop, on a peur pour le personnage, on a peur de ce qu'on n'arrive pas à voir, et tout ça est très bien mené. Sur la fin, le fantastique se dévoile un petit peu plus, donc une fois qu'on dévoile un petit peu le côté fantastique, ça fait moins peur déjà. Le fantastique, pour moi, ça marche bien quand on sait pas. Donc, mais c'est pas pour autant, c'était pas pour autant une déception vis-à-vis de ça, parce que il y avait ce côté métaphorique justement de ces choses qui sont dévoilées, qui faisait que c'était quand même très réussi. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je vous recommande si vous aimez un peu le gothique fantastique avec des personnages très réussis, parce que on n'est pas sur des personnages stéréotypés, des canons de beauté. On n'est pas sur ce genre de clichés que moi j'aime pas, qui me fatigue un peu. Là, on est avec des gens normaux. Ça veut dire que c'est une héroïne qui, je pense, pourrait être vous et moi, et c'est ça que j'ai aimé. Et le garçon, parce qu'il y a une romance dans cette histoire, donc du coup le love interest n'est pas beau, il est moche, c'est dit à plusieurs reprises, mais il est intéressant. Il a des vraies qualités, il est dans le respect d'autrui, dans le respect du consentement, enfin voilà, il a des belles qualités, et c'est ça qui est important en fait, parce que la beauté c'est subjectif, et objectivement, de la manière dont il est décrit, dans la narratrice le décrit, il n'est pas beau, mais il plaît à l'héroïne, et c'est tout ce qui compte en fait. Et ça pour moi c'est aussi quelque chose qui est très réussi, c'est vraiment des personnages normaux. Voilà, c'est des personnages qui ont des qualités, des défauts, qui ont des réussites et des échecs, qui essaient de s'en sortir, et bref, voilà, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé ce texte. C'est pas mon préféré, j'ai préféré Le Temps des sorcières, parce que il y avait peut-être moins ce côté divertissement, et peut-être aussi parce que finalement le fait de l'avoir lu en français a fait que j'ai mieux compris tout l'aspect métaphorique qui ici est un petit peu plus obscur pour moi. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, et je vous le recommande. J'espère qu'il sera traduit. Je pense qu'il va être traduit. Je pense qu'il va être traduit chez Hachette. À mon avis, il y a de fortes chances, mais on verra. Écoutez, moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai lu mon petit VO numéro 1 du mois. Je vais attaquer le numéro 2 que je vous ai montré hier, je crois. Donc je ne vais pas vous le remontrer. Donc c'est La femme de ménage, donc de Housemaid en anglais, puisque je vais lire en anglais. Je vais essayer de terminer La ville sans vent aujourd'hui. Je vais essayer d'avancer plein ciel ce soir, en sachant qu'avec Pénélope, on va attaquer le tome 2, enfin le tome 3 du coup de Binti, puisqu'en français, le tome 1 et 2 ont été mis en un seul volume, et le tome 3, c'est notre tome 2 à nous, je ne sais pas où il est, que j'avais déjà attaqué, puisque j'avais commencé la lecture du tome 2 en pensant que c'était le tome 1, et en me disant, mais je ne comprends rien. Bah oui, forcément. Donc ça pareil, hein, ça va se lire... franchement, je pense que ça peut nous faire 2 soirées, parce que vraiment ça fait 240 pages, ouais, 240 pages, et c'est pas non plus, encore une fois, vous voyez, c'est quand même assez aéré. Voilà. Sinon, hier j'ai posté la vidéo de ma palle 7 jours 7 livres. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, puisque la semaine prochaine on repart sur des petits daily vlogs. On n'aura pas un vlog hebdomadaire comme d'habitude, on aura des petits daily vlogs où je vais essayer de lire à minima 7 livres, j'espère plus, j'espère caser des mangas. J'aimerais bien aussi, là je vais récupérer un tout petit livre en librairie demain, peut-être le caser dans la foulée, ça serait cool, et je ne sais pas ce que j'aurai comme lecture commune, peut-être qu'on aura Rochard à finir, enfin on verra bien, mais c'est un programme un peu chargé, mais on va voir ce qu'on peut faire, voilà, tout simplement. Je vais me laisser porter, je vais essayer de faire au mieux, et voilà. Donc je vous laisse pour ce petit plan, on se dit à demain. Coucou, on est vendredi 18 ou 19, par là.
avril et je reviens pour vous parler de mes lectures et de mes lectures communes puisque je n'ai que des lectures communes en cours. J'ai terminé La Ville sans vent que je faisais en lecture commune avec une personne du Discord Partner in Books que je vous remets en barre d'infos et j'ai adoré. C'était trop bien, c'était vraiment très bien écrit, très intelligent. J'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai beaucoup aimé que la romance n'existe pas dans ce livre. Voilà, il n'y a pas de romance et surtout il n'y a pas de rapport chelou entre le mentor et la jeune fille qui est une enfant puisqu'elle a 13 ans. Presque 14, donc une préado, mais soit. C'était très chouette. En fait, j'ai aimé tout ce qu'il contenait et tout ce qu'il ne contenait pas. Et ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'était prenant, il y avait des bons plot twists, il y a des trucs que j'ai tellement pas vu venir et qui étaient bien menés, surtout sur la fin. Il y a un truc que j'ai vu venir, mais en fait, ça se re-retourne et ça, je l'avais pas vu venir et c'était trop trop bien. Vraiment, c'est une lecture que je vous recommande. Je trouve que c'est très bon à lire pour l'âge cible, donc plutôt a priori préado, et c'est très bon à lire quand on est adulte parce que ça a ce côté léger, envoûtant, charmant, qui vous embarque et qui vous emmène ailleurs. Et vraiment, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien écrit. Je vous ai déjà dit qu'il y avait pas mal de thématiques engagées en sous-texte par rapport aux rapports sociaux, par rapport aux inégalités de classe, etc. Et c'est quelque chose que j'apprécie quand le fond, la forme, les thématiques, tout fonctionne, et bah c'est très très bien. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est une excellente lecture. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça tient, l'histoire du coup de cœur absolu ou pas. Je pense que ça tient à ce petit truc, ce petit feeling particulier qui fait qu'on s'explique pas, mais vraiment c'était incroyable, c'était trop bien, j'ai trop envie de continuer. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc peut-être qu'il ne va pas faire long feu, parce que comme ça je terminerai une saga, ce qui ne serait pas mal, et j'aimerais bien profiter de ma hype de cette lecture pour enchaîner tant qu'à faire, donc je vais voir, mais j'aimerais bien le lire très bientôt, et je vous recommande cette lecture. J'ai terminé ça, j'ai pas réussi à m'arrêter, hier j'ai enchaîné, je n'arrivais pas à m'arrêter, je voulais savoir la fin, donc c'est ce que j'ai fait, et je suis contente de l'avoir fait. Du coup, en physique, j'ai repris la lecture de Plein ciel de Siècle Weilban ou Weilban, je ne sais pas comment on dit. J'ai pas encore atteint la moitié, mais j'ai lu quelques chapitres et ça a été hyper agréable de me replonger dans cet univers. En fait, je me suis arrêtée sans le savoir à un chapitre qui était un peu un chapitre clé, qui proposait un espèce de tournant dans l'histoire et qui est assez surprenant parce que finalement assez rapide, on l'a pas trop vu venir, mais en même temps ça correspond peut-être au point de vue principal qu'on suit, qui est celui d'Ivoire, et du coup ça fonctionne plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vous l'avais résumé, je crois que j'avais dû vous le résumer dans un vlog précédent, mais en gros ici on suit Ivoire, qui est une fille de noble, les nobles s'appellent les masques, et qui a été cachée par sa famille, qui a été un peu rejetée, qui a été envoyée ailleurs parce que elle est albinos, elle est toute blanche, voilà, alors qu'on est dans un univers où les peaux les plus sombres sont valorisées. Et du coup, elle a été envoyée chez ce qu'on appelle les jouets, qui est la caste en dessous des masques, qui est ceux qui parviennent à faire de la magie avec les objets inanimés, contrairement aux masques qui font de la magie, a priori plutôt avec l'être humain et le vivant. Donc elle a été envoyée chez les jouets, elle a appris à maîtriser son talent et elle est très très bonne en ça. Et on rencontre un petit peu sa famille puisqu'elle doit y aller de manière un petit peu régulière et elle va dîner là-bas et c'est pas foufou l'ambiance. Et donc on suit Ivoire dans au début un petit peu sa vie jusqu'au jour où elle va être appelée à Plein ciel pour travailler comme petite main à Plein ciel, qui est un opéra qui chaque jour produit donc un spectacle, et c'est absolument essentiel, la qualité de la représentation est essentielle pour la bonne santé des gens, pour que l'univers fonctionne bien. En gros, c'est la représentation qui définit s'il va y avoir une épidémie ou pas, si, je sais pas moi, les céréales vont pourrir sur pied, etc. Donc c'est hyper important et du coup ça la sauve un petit peu et ça lui permet de s'échapper à certaines choses qui devaient lui arriver, et donc on la suit une fois qu'elle est à Plein ciel et c'est trop bien. C'est un univers qui est hyper riche, hyper coloré et qui joue très bien sur un aspect que j'aime beaucoup et que je trouve très intéressant, à savoir le côté représentation, ce qu'on en voit, donc ce côté coloré, vivant, bruyant, qui n'est pas sans rappeler, comme je vous le disais je crois dans le vlog de la semaine dernière, la représentation et les images qu'on peut avoir de Versailles par exemple, du temps de Louis XIV et de tous ces romans qu'on a pu lire peut-être quand on était pré-ado. Et en fait, l'autrice travaille très bien sur
l'arrière et sur ce qui est vraiment, enfin ce qu'est vraiment Plein Ciel et ce qui s'y passe de moins bon, et c'est super super bien fait. Il y a pas mal de trigger warning mine de rien, que ce soit en termes de famille toxique, de relations toxiques avec les membres de sa famille, mais aussi de torture. Alors c'est pas hyper développé, c'est pas hyper détaillé, mais ça existe, et je préfère vous prévenir, surtout que on n'est pas dans des violences qui sont extrêmement abstraite, c'est-à-dire dans un univers qui est très violent, etc., où on peut pas s'identifier parce que voilà, là on est dans quelque chose qui a quand même rapport à la famille et du coup qui peut être, je pense, difficile pour les personnes qui auraient eu des relations familiales très compliquées, que ce soit d'un point de vue psychologique comme d'un point de vue physique. Voilà. Donc bref, en tout cas moi j'aime beaucoup, je trouve ça très réussi, très bien écrit, très fluide. J'aime beaucoup le personnage d'Ivoire qui est à la fois prise peut-être par ce qu'on lui a inculqué depuis qu'elle est petite et à propos de ce qu'elle est et de cette honte qu'elle représente, et en même temps son envie de s'émanciper de tout ça et sa personnalité qui est peut-être très décalée par rapport aux autres personnages qui sont tous en admiration devant Plein Ciel, qui ont tous envie d'aller travailler là-bas, et c'est pas son cas. Elle, ce qu'elle veut, c'est une vie tranquille, elle aime le calme, elle aime être seule, et c'est pas ce qu'elle va avoir, donc je suis curieuse de voir où ça va mener, mais voilà, les thématiques sont très intéressantes en termes d'inégalité sociale, en termes d'injustice sociale. Donc voilà, très très chouette, je vous en reparle, j'aimerais bien le terminer ce week-end. En revanche, sur ma liseuse, j'ai terminé la lecture de Belladonna d'Adaline Grace, qui était une lecture sympa. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, donc en gros, on va faire ça dans l'ordre. Belladonna, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Signa, qui, au moment de son baptême ou équivalent, je ne sais plus très bien, va voir, entre guillemets, bon c'est un bébé, mais voilà, tous les membres de sa famille ainsi que tous les invités mourir empoisonnés, et elle va survivre. Et suite à ça, en fait, à chaque fois qu'elle va essayer de se donner la mort, elle va, enfin au début de manière involontaire en fait, elle va juste avoir un accident, et ensuite petit à petit elle va essayer de se donner la mort parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas mourir, et qu'à chaque fois qu'elle est dans cette espèce d'entre-deux, entre vie et mort, elle voit la faucheuse apparaître, qui est donc un être plutôt masculin a priori, et elle a un rapport un peu particulier parce qu'il est un petit peu la seule constante de sa vie, et en même temps elle le déteste parce qu'elle le considère comme responsable de ce qui est arrivé à sa famille et ensuite à tous ses tuteurs et tutrices successifs et successives. Donc on suit Signa qui va perdre sa dernière tutrice, qui est une tante qui n'est pas très sympathique, hein, qui est un petit peu l'espèce de marâtre de Cendrillon, et la faucheuse va intervenir en lui disant que, je sais plus comment il dit ça, mais en gros il va lui trouver quelqu'un d'autre, et elle va partir chez ce quelqu'un d'autre sur un domaine qui s'appelle l'Épineuse, et elle va aller chez une tante, je sais plus, du côté de sa mère je crois, qui elle a priori serait sympathique, sauf que manque de peau, elle est décédée quelques mois auparavant, et elle se retrouve finalement dans ce domaine avec son oncle, sa cousine et son cousin qui sont en plein deuil et en même temps au cœur de plein de problématiques un petit peu compliquées. Et elle va vite comprendre que quelqu'un essaye d'empoisonner sa cousine également, puisqu'elle a les mêmes symptômes que sa mère, symptômes qu'elle connaît, puisque c'est des symptômes d'empoisonnement par belladone, B qu'elle ingère régulièrement pour rencontrer la faucheuse. Je sais pas si c'est clair. En gros, on est sur un bouquin qui a un petit peu ce côté gothique autour de la mort et des fantômes, avec ce côté manoir, etc. En même temps, on a ce côté un poil horrifique par certains aspects, mais c'est très léger. Et on a aussi du coup ce côté enquête, mystère à résoudre, et cette romance bien évidemment, puisque je crois que c'est d'ailleurs vendu comme une romantésie. Donc on a un petit peu tous ces aspects là qui sont plutôt intéressants en soi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, que je trouve très réussie. J'ai plus aimé celle du début que lorsqu'on commence à arriver dans le côté enquête, qui était du coup un petit peu moins originale, un petit peu moins prenante peut-être que le côté très mystérieux du début, que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé quand même dans l'ensemble que c'était très convaincant, que c'était assez réussi. C'était pas très surprenant. Il y a 2 gros plot twists à la fin. Il y en a un que j'ai vu venir à 10 000 lieues et l'autre pas vraiment, même si j'avais des soupçons, mais c'était plutôt bien mené et j'ai quand même été relativement surprise par les tenants et aboutissants de ce mystère. Mais voilà, dans l'ensemble c'était quand même très chouette. J'aimais bien l'écriture, c'était fluide, c'est sympa. Là où j'ai un gros bémol à émettre, c'est que, et ça n'est pas un spoil parce que je pense que, enfin de toute façon si vous voulez pas du tout savoir l'histoire de la romance, passez
à la suite, en barre d'infos, il y aura le timecode, mais je vais développer un petit peu l'histoire de la romance parce que ça m'a dérangée. Donc, en gros, on a une romance entre Cigna, qui va avoir 20 ans, qui a 19 ans, et la mort, voilà, et la faucheuse. Ce qui m'a dérangée, c'est que pour moi, au-delà du côté écartage, qui est dérangeant bien évidemment, puisqu'on est avec une très très jeune femme, avec un être immortel, et etc., qui l'a vu bébé, qui l'a vu grandir, qui a été avec elle depuis toujours, donc c'est quand même dérangeant et pas très sain, mais admettons, elle est adulte, admettons. Passons là-dessus, bon, voilà, elle est adulte, elle fait ce qu'elle veut. Ce qui m'a réellement dérangée, c'est que pour moi, c'est parfaitement incrédible, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. La faucheuse se décrit lui-même. Déjà, pourquoi c'est un homme? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi une entité serait un homme ou une femme? Ça n'a pas de sens pour moi, de base. Mais au-delà de ça, il se décrit lui-même comme un être qui n'a jamais été un humain. En tout cas, il ne se souvient pas de tout, mais il sait qu'il n'a jamais été humain. Et là où pour moi du coup ça ne fonctionne pas, c'est qu'on est sur un être millénaire, plus que millénaire, qui va ressentir du désir et va avoir des sentiments pour une post-adolescente. Pour moi c'est pas crédible. Pourquoi? Parce que justement, et c'est décrit vers la fin du bouquin, la faucheuse en parle avec Cigna, il lui dit que ce qui est incroyable dans le fait d'être humain, c'est que oui, la vie est brève, mais on ressent beaucoup de choses, ce qui n'est pas le cas quand on est un être qui n'est pas humain. Et du coup, ça rend encore plus incrédible. Enfin, voilà, je sais pas si incrédible existe, mais en tout cas, c'est pas crédible qu'un être millénaire ressente du désir physique et des sentiments pour une jeune femme. Enfin, pour moi, ça fonctionne pas, vraiment, sincèrement, ça ne fonctionne pas. On est sur presque une espèce d'allégorie de la mort, parce que c'est un petit peu ça, la faucheuse, hein, c'est une allégorie de la mort, qui a des sentiments, des émotions humaines. Enfin, je sais pas vous dire, je pense qu'il y a plein de gens avec qui ça peut marcher, mais avec moi, ça ne marche pas. Et alors, je pense que vraiment, ce qui a fait que ça n'a pas du tout marché, c'est que j'étais en train d'imaginer cette espèce de créature qui a un peu de l'ombre, qui n'est pas franchement physique, qui a un rapport sexuel avec cette jeune femme. Et je trouvais ça ridicule. En fait, pour moi, le fait d'avoir mêlé ce côté très humain et très anthropomorphisé, finalement, du désir, donc avec le côté physique, donc le sexe, avec le côté sentiment, à une créature qui n'est pas franchement physique, qui peut avoir une forme physique, mais ça n'est pas sa forme naturelle, donc ça n'est pas quelque chose de normal, entre guillemets, et qui vit depuis des temps immémoriaux, bah ça rendait le truc ridicule en fait. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Je trouvais ça ridicule. Voilà, j'étais, je sais pas, je sais pas si j'arrive à vous faire comprendre ce que je veux dire par là. Dites-moi, mais pour moi ça ne marche pas. C'est absurde en fait. C'est non. Enfin juste, voilà et en plus de ça, le côté hyper expérimenté de la faucheuse qui a priori n'a jamais eu de relation et encore moins de relation sexuelle puisqu'il n'a jamais eu de relation autre qu'avec des âmes de gens morts. Enfin, non vraiment, vraiment ça l'a pas fait du tout. Je n'y ai pas cru. Je pense que si la faucheuse avait été curieux vis-à-vis de Cigna parce qu'elle ne meurt pas, etc. S'il y avait eu cette espèce de relation de curiosité avec voilà quelque chose de plus, une sorte d'intérêt, mais un peu plus distant, un peu plus froid, un peu moins humain, ça aurait pu le faire. Mais là, non, je suis désolée. Pour moi, c'est vraiment, ça a tout, en fait, ça a un peu tout cassé ce que je trouvais assez bien mené, assez bien fait, parce que non, je sais pas comment vous le dire autrement. Ça ne, voilà. Donc j'ai été déçue. Enfin, j'ai été déçue. Je m'y attendais. Je savais que ça allait arriver, mais j'ai trouvé ça pas ouf, pas incroyable. Ou alors il aurait fallu dire que la faucheuse avant avait été humain et qu'il avait été choisi pour devenir la faucheuse. Et là, il y aurait eu quelque chose d'un petit peu crédible dans le truc. Mais là, non, quoi. Concrètement, moi, ça me saoule. Voilà. Concrètement, peut-être qu'à 15 ans, ça m'aurait plu, mais concrètement, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Mais sinon, le reste était sympa, intéressant, bien mené. J'ai bien aimé le personnage de Cigna que j'ai trouvé assez convaincante dans le rôle qu'elle avait auprès de cette nouvelle famille et puis dans sa construction aussi en tant qu'individu. Je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient très réussies, qui étaient très sympas. Mais bon, bref. Donc voilà, c'était chouette, mais du coup, un petit peu décevant à cause de ça. Mais tout le reste était très bien. Donc sans ça, ça aurait été une très chouette lecture. Bref, donc ça n'a pas été du tout... Enfin, en tout cas, ça s'est très bien lu, c'était sympa, c'était page turner, c'était intéressant, mais du coup, voilà, je reste sur un petit goût amer, je vous l'avoue.
Donc c'est tout ce que j'ai lu puisque j'ai repris Plein Ciel. Hier on devait attaquer Binti avec Pénélope mais on ne l'a pas fait puisqu'elle a fini des bouquins, vu qu'elle voudrait participer aux 7 jours 7 livres. Elle voulait terminer des trucs donc elle a terminé des trucs. Moi ça m'a permis de lire autre chose, c'est pas grave. Et puis Binti ça va se lire très très vite. Hein. Le précédent était plus gros, plus épais et il s'est lu très très vite donc je ne suis pas du tout inquiète. Par contre, j'ai reçu un bouquin qu'on va lire après Binti et ça, j'ai vraiment, vraiment très hâte. Non pas que j'ai pas hâte pour Binti, mais celui-ci m'intrigue beaucoup. C'est ceci. Il est très très joli. C'est Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, du coup. Que j'ai reçu de la part de La Talente, qui est vraiment très sympa, qui est vraiment très... Enfin, j'aime beaucoup le travail sur la couverture. Mais de toute façon, La Talente, ils font des trucs très très beaux. Bref, donc, je vous lis le résumé. Un triste mois d'octobre, Lena apprend la mort de son frère Lincoln, abattu par la police de Boston. Déjà, ça m'a intriguée. Perdue dans son deuil, elle reçoit la vidéo du meurtre. La révélation est un choc. Lincoln était un lycanthrope. Et c'est sur un monstre qu'a tiré le policier. Les monstres existent et ils veulent que le monde le sache. Je ne veux pas lire la suite du résumé, c'est vraiment pas très long. Je pensais que ça allait être un pavé, je sais pas pourquoi dans ma tête. C'était un pavé, mais ça fait 342 pages et la mise en page n'est pas hyper serrée. Et on a pas mal d'entêtes, je pense, de chapitres. Enfin, je sais pas si on peut dire des entêtes du coup, mais voilà, des pages noires comme ça avec le chapitre suivant ou la partie suivante ou que sais-je. Mais en tout cas, bref, donc je vous présente l'auteur qui est donc Cadwell Turnbull, qui est né en 87 aux États-Unis, qui a suivi des études de création littéraire et de linguistique anglaise à l'université de Caroline du Nord où il enseigne aujourd'hui. Ses écrits abordent entre autres le colonialisme, le bouleversement climatique, les communautés marginales et les oppressions qu'elles subissent. C'est ça dans le résumé qui m'a intriguée concrètement. Je ne m'étais pas renseignée sur l'auteur, mais c'est ça qui m'a intriguée vraiment parce que c'est intéressant. Je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de traitement dans un roman qui est a priori fantastique. Donc voilà. Concernant la traduction, du coup, je ne vous ai pas dit, c'est Marie Surgé. Je ne suis sûre pas si on dit Surgé ou Surgère. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne un jour. Qui est donc la traductrice des Becky Chambers, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc on en reparle très bientôt puisque ça va passer tout de suite après Binti, qui va sûrement pas faire très long feu. J'ai assez hâte de vous en reparler. Bref, donc vous connaissez tout le programme pour ce week-end. Semaine prochaine, on part sur un 7 jours 7 livres. On va voir ce qu'on peut faire ou pas. J'avais fait une petite palle, mais au final, j'ai emprunté le tome 2 des Enfants Indociles que je vais sûrement lire avec Emeline. Donc on va voir est-ce que je vais changer ou bref, on va voir, je ne sais pas. Toujours est-il que du coup je vais vous laisser pour aujourd'hui puisque je fais des plans très très longs et que au montage je vais m'amuser. Je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes dimanche 21 avril et je clôture à l'arrache, enfin non pas à l'arrache, mais un peu en retard. Pourquoi ? Parce que je voulais absolument terminer un livre avant de clôturer pour vous en parler et voilà, finir ça et pouvoir attaquer mon 7 jours 7 livres tranquille. Donc... j'ai commencé et terminé hier la lecture d'Obsolète de Sophie Loubière que j'ai reçue en service de presse de la part de Belfond, qui est cette histoire un petit peu post-apo anticipation. On est en 2224, il y a eu le grand effondrement de la civilisation fossile, des crises qui ont suivi et on est dans une société qui a l'air un petit peu utopique par certains aspects, dystopique par d'autres. C'est un peu compliqué de classer ce livre, je trouve. Utopique parce que tous les humains s'entendent bien, tout se passe bien, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de problèmes, tout est résolu et on a trouvé des solutions par rapport à l'écologie, au climat, à la manière de vivre, de manière plus durable, etc. Mais un peu dystopique, puisque les femmes, arrivées à leurs 50 ans, sont envoyées au grand recyclage. Ce qui veut dire que quand les femmes arrivent un petit peu à terme de leur vie, de leur fertilité en fait, on les envoie ailleurs puisqu'il y a peu d'hommes qui naissent, peu de garçons qui naissent, beaucoup de femmes et que les ressources sont pas inépuisables, on est quand même dans une société un petit peu précaire en termes de ressources, du coup c'est des bouches qui servent à rien à nourrir, en gros c'est ça l'idée et on les envoie ailleurs, dans les hautes plaines je crois, je ne sais plus exactement le nom, on ne sait pas du tout ce qui leur arrive mais on sait qu'on ne les revoit jamais, voilà c'est ça l'histoire de base, c'est comme ça que c'est vendu dans le résumé. Très simplement. C'est un livre que je suis un petit peu mitigée et partagée sur cette lecture. J'ai vu de très bons retours et je pense que si on n'est pas un ou une lectrice habituée au post-apo, aux récits d'anticipation, de SF en fait, d'anticipation, etc.,
Ça fonctionne très bien. Je pense en revanche que quand on a lu pas mal de post-apo et pas mal de récits d'anticipation, on voit peut-être un petit peu plus les faiblesses du texte, je dirais, mais je vais développer. Dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans cet ouvrage, il y a beaucoup de choses qui étaient très intéressantes parce que on sent que l'autrice est engagée par rapport à beaucoup de thématiques. Je pense à l'écologie, au climat, au sort des femmes, à l'éducation des enfants, à la manière de se nourrir de manière plus responsable. Voilà, il y a quand même un réel engagement de la part de l'autrice par rapport à ces aspects-là qui est intéressant, qui n'est pas négligeable et qui est bon à faire lire au grand public en fait parce que je pense qu'il faut bien se dire que le problème avec les récits de SF post-apo etc c'est que c'est un petit peu niche, peu de gens en lisent, enfin peu par rapport au nombre de lecteurs qui existent et ici on est plutôt sur un récit grand public en fait donc c'est intéressant que ça soit amené que le post-apo et l'anticipation et le côté utopie-dystopie soient amenés par quelque chose qui est grand public. Ça permet de faire connaître aussi ce sous-genre qui est peut-être un petit peu niche. Donc sous tous ces aspects-là, c'était intéressant, bien évidemment. En fait, le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que justement, à contrario, il veut parler de beaucoup de choses. Il est très 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 riche et donc on a une première moitié qui va installer tous ces enjeux mais qui est, alors déjà pour moi du déjà vu parce que je vous dis je lis pas mal de post-apo donc c'est pas révolutionnaire pour moi mais encore une fois quand on n'est pas habitué c'est intéressant de passer par ces étapes-là je pense. Mais du coup, pour moi, c'était un peu trop riche, un petit peu trop, j'ai envie de dire, brouillon. Je sais pas si c'est le mot, mais un petit peu, voilà, il y avait trop de choses. En fait, ça, si vous voulez, il y a des chapitres qui sont comme ça, très classiques, où on suit l'histoire avec différents points de vue. Et il y a des espèces d'entre-chapitres en italique, comme ça, où on va aborder des choses du passé, donc des choses de notre actualité à nous qui sont aberrantes, des choses parfois plus anciennes aussi, par exemple par rapport au radium, etc. Des choses qui sont dans l'entre-deux, donc que nous on ne connaît pas encore, mais qui suivent une logique et une évolution logique par rapport à notre société à nous. Et du coup, ça rend le récit très 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 dense parce que ça fait beaucoup de thématiques abordées. Et c'est vrai que du coup cette première moitié a été pour moi, j'étais un peu perdue en fait dans tout ça, je voyais pas bien où on voulait aller, je voyais pas bien le rapport aussi avec la thématique de base, parce qu'on parlait de beaucoup d'autres choses et que moi je m'attendais à être concentrée sur cette thématique. Passé la première moitié, arrivé je pense à peu près à 50%, il y a une très grosse accélération et on va parler non seulement de la thématique de base, donc cette histoire de recyclage des femmes, et aussi d'autres choses, d'un autre mystère qui se pose un petit peu, je dirais, à un quart du roman à peu près, qui est un peu une forme d'enquête. Donc on a ces deux grands pôles dans cette deuxième moitié qui font que le récit s'accélère, que c'est beaucoup plus page-turner, que c'est beaucoup plus prenant, parce qu'on veut savoir, on sait qu'il va y avoir des révélations finales, on les attend, et du coup, ça s'enchaîne très très bien et je l'ai lu très très vite puisque je l'ai lu sur la journée. Donc voilà, c'est un peu ça mon avis. Ça veut dire que c'est un peu mitigé par le côté peut-être trop dense, qui veut parler de trop de choses, mais en même temps qui peut être intéressant, encore une fois, quand on lit pas beaucoup de post-apo, voire pas du tout. Et cette deuxième partie qui est beaucoup plus facile à enchaîner, à lire, qui propose des révélations assez intéressantes par rapport au grand recyclage, par rapport à ce mystère dont je vais pas du tout vous parler pour pas du tout vous spoiler, qui était bien mené, qui était intéressant. Mais voilà, j'ai pas grand chose à en dire d'autre, c'est-à-dire que pour moi c'était une bonne lecture. C'était pas incroyable, c'était peut-être pas aussi... En fait je pense que c'était... Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez précis dans la thématique et je m'attendais à être vraiment tournée sur un aspect féministe et très très autour des femmes et c'était pas que ça en fait. Et je pense que c'est ce qui fait que j'ai été un petit peu perdue par moments parce que je voyais pas où ça voulait aller et en fait, au bout d'un moment, tout se met en place et tout prend son sens, mais c'est vrai que l'autrice, alors c'est louable dans une certaine mesure, veut parler de beaucoup de choses et veut dénoncer beaucoup de choses de notre société à nous. Voilà, donc je sais pas, je peux pas vous dire, je pense que c'est intéressant à découvrir, je pense que ça peut plaire, d'ailleurs ça a plu à plein de gens et à raison par plein d'aspects, donc c'est à vous de vous faire votre avis. Peut-être que si vous êtes comme moi, quelqu'un qui lit pas mal de post-apo, qui a quand même un petit peu usé, poncé un petit peu ce sous-genre à force, ça peut, voilà, ça peut faire comme avec moi, c'est-à-dire que vous aurez cette impression de trop de choses et de pas assez concentrer le propos.
mais c'est intéressant que ça se tente. Sincèrement, vous pouvez le tenter si ça vous intéresse. J'aimerais bien avoir vos retours parce que finalement, dans les gens que je suis, il y a peu de personnes qui l'ont lu et j'ai vu très peu de retours, mais je serais très curieuse. Et Meline a un petit peu le même avis que moi. C'était une bonne lecture, c'était intéressant, il y avait de bonnes choses, avec ses points faibles et ses points forts, mais ça vaut peut-être le coup de le découvrir. Et encore une fois, je trouve intéressant qu'en littérature peut-être un petit peu plus grand public, on propose ce genre de choses. Voilà, c'était un petit peu comme je vous disais quand je avais lu La Reine du Noir, qui est un thriller un peu grand public. Toutes ces thématiques étaient abordées autour du genre, de la non-binarité, des sexualités différentes, etc. C'était pas subtil, mais c'était intéressant que ce soit là parce que c'est un livre grand public et que ça a vocation à être lu par des gens peut-être moins au courant, moins engagés dans ce genre de cause. Et là, il y a un peu ça aussi. Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de pouvoir vous en parler, de clôturer cette lecture qui m'intriguait depuis un certain temps et qui était repoussée par beaucoup d'autres lectures. Donc là, maintenant, c'est fait. Du coup, je n'ai pas avancé plein ciel puisque j'avais cette sensation de devoir le rusher et je ne veux pas du tout rusher plein ciel parce que j'apprécie énormément cette lecture et je n'ai pas envie d'aller trop vite. Donc j'ai préféré prendre quelque chose plus page-turner et garder plein ciel pour le lire tranquillement sur ma semaine, même si ça va me rajouter une lecture dans mon 7 jours 7 livres, c'est pas grave, voilà. Donc voilà, sinon on a avancé Binti, on n'est pas tout à fait à la moitié, mais pas très loin. Je pense qu'on va essayer de terminer aujourd'hui. J'aimerais bien, c'est pas garanti, mais j'aimerais bien, parce que c'est très chouette. C'est comme toujours avec Neji Okorafor, je suis admirative parce qu'elle parle de trucs hyper abstraits, hyper compliqués, bizarres et difficiles à imaginer. Mais c'est hyper fluide et ça se lit tout seul. Et vraiment, ça c'est un point fort de l'écriture de Neji Okorafor pour moi. Bref, je vous en reparle dans mon 7 jours 7 livres quand il sera terminé, peut-être demain, nous verrons bien. Donc je vais pas m'étendre parce que je voudrais clôturer cette vidéo, qu'elle ne dure pas trop longtemps. Donc on avance Binti tranquillement, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal puisque je me suis fait un livre de 525 pages sur ma journée d'hier. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc avant de clôturer, aujourd'hui j'ai posté sur Instagram, donc aujourd'hui pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour une fois, j'ai posté sur Instagram les templates pour le 7 jours 7 livres. Je vais essayer de mettre un lien Google Doc là ou je sais pas quoi en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous garantis rien mais je vais essayer. Et sinon sur Instagram vous les retrouverez très facilement. N'hésitez pas à me partager si vous voulez participer votre pal de 7 jours 7 livres en commentaire ou sur Instagram encore une fois. Et moi je vais introduire le vlog pour demain. Et ça va être un vlog qui va être particulier puisque on est déjà quelque chose comme 13h30 et j'ai pas commencé ma lecture pour ma journée d'aujourd'hui. Voilà, bref, donc sur ce, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me faire des recommandations comme toujours, ça me fait plaisir. N'hésitez pas également, si vous aimez mon contenu, à vous abonner si ça n'est pas fait et à laisser un petit commentaire. J'apprécie énormément toutes les personnes qui prennent le temps de laisser des petits smileys, des petits cœurs, etc. sans forcément écrire un commentaire, mais juste pour signaler leur passage et leur présence. C'est vraiment adorable, donc n'hésitez pas à le faire si le cœur vous en dit. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée et du coup on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.